Bonsoir à tous. Hier soir, pendant la conférence téléphonique et aujourd'hui dans vos commentaires, beaucoup m'ont demandé des détails sur ce qu'il s'était passé et pourquoi la gendarmerie et la police aujourd'hui c'était même combat, même problème. Pour être honnête, j'avais déjà quelques réponses, mais très imprécises, car ça fait longtemps que j'ai quitté l'armée. J'ai donc effectué une recherche poussée pour soutenir les propos que j'avais tenus hier, mais surtout pour vous dire exactement ce qu'il en est, parce que je veux pas dire de bêtises, j'en ai marre de la désinformation, des mensonges, des mots qui ne veulent plus rien dire et qu'on nous change toutes les 5 minutes. Voilà, force de police, gardien de la paix, voilà. Quand ça va plus, quand il y a un problème, pof, on vous change le mot. Donc voilà. Je parle en ancienne gendarme, comme je disais dans l'autre vidéo, début des années 2010, 2001, 2002, 2003. Je n'ai pas appris la gendarmerie dans les PowerPoint, dans un cabinet de conseil, mais dans les écoles, sur le terrain et en uniforme. J'ai fait mes classes à Tulle. À l'époque, la gendarmerie nationale, c'était clair. Une force armée, avec un statut militaire, rattachée au ministère de la Défense, avec une chaîne de commandement simple, un ordre descendant, la responsabilité remonte. Puis est venue la loi du 3 août 2009. Officiellement, on nous a expliqué que c'était pour la cohérence et l'efficacité. La gendarmerie est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur pour son organisation, sa gestion, sa mise en condition d'emploi. En langage simple, on a basculé la gendarmerie dans la même case administrative que la police nationale. Sauf que ce n'est pas une simple réorganisation de bureaux, c'est un changement profond de nature. Aujourd'hui, la gendarmerie, toujours une force, c'est toujours une force armée, donc militaire, mais opérationnellement et budgétairement, c'est-à-dire ceux qui donnent l'argent, sous les ordres de l'intérieur, avec un statut encadré par le code de la défense et des infractions jugées en temps de paix par des juridictions de droit communs qui sont spécialisés en matière militaire. En clair, on a créé une double chaîne de commandement. D'un côté, le militaire répond à sa hiérarchie militaire, de l'autre, il obéit aux priorités politiques et budgétaires du ministère de l'Intérieur. Sur le papier, tout le monde se félicite de cette mutualisation. Dans la vraie vie, ça veut dire bien autre chose. Les responsabilités sont diluées. Les ordres sont parfois contradictoires et il y a une tentation permanente de se renvoyer la balle. C'est exactement ce qu'on a déjà vu dans le privé, quand on nous a imposé des hiérarchies fonctionnelles croisées qui, en définitive, n'ont fait que déresponsabiliser la hiérarchie. En parallèle, on a vendu au peuple l'idée que police et gendarmerie, c'est pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Et justement, c'est là que la manipulation est la plus forte. La police nationale, ce sont des fonctionnaires civils du ministère de l'Intérieur. La gendarmerie nationale, ce sont des militaires intégrés aux forces armées françaises, même si leur patron est désormais, dans les faits, le ministre de l'Intérieur. Même mission globale, la sécurité intérieure, mais pas le même statut, pas la même culture, pas les mêmes cadres juridiques, pas les mêmes formations. Justement, regardons la formation. Un sous-officier de gendarmerie suit une formation initiale longue qui est structurée comme une formation militaire, avec la discipline, la vie en caserne, le maniement des armes, les interventions, le judiciaire et la gestion de l'ordre public. Mais attention, dans un cadre de gestion des armes, donc où on sait ce que représente l'arme. Et aussi avec comme responsabilité l'ordre public, mais pour protéger le peuple, la population, pas pour protéger le gouvernement, la nation, la République. Non, c'est pas pareil, c'est pas la même mission. Un gardien de la paix suit lui aussi une formation sérieuse, mais dans un cadre civil, une école de police en alternance avec une forte composition juridique et technique et une culture du métier de fonctionnaire. Les deux sont respectables, mais ce ne sont pas les mêmes profils, ni les mêmes réflexes, ni les mêmes logiques d'engagement. Même chose sur le serment, je le disais avant. Le gendarme prête serment comme militaire de la gendarmerie. Il jure obéissance à ses chefs dans le cadre du service, de respecter la personne humaine et la loi, de servir le bien public avec droiture et dévouement. Le policier, lui, est assermenté en tant que fonctionnaire civil devant l'autorité judiciaire pour exercer des prérogatives de puissance publique au nom de la République. Dans les deux cas, il y a loyauté et service. Mais le gendarme reste un soldat avec tout ce que cela implique. Discipline militaire, vie de caserne, disponibilité, possibilité de projection extérieure, application du droit pénal militaire pour certaines infractions en service. Et puis, il y a le sujet explosif de l'usage des armes. Historiquement, parce qu'ils sont militaires, les gendarmes avaient un cadre d'emploi de l'arme pensé pour des situations de guerre, d'ordre public lourd, de protection de la nation. La légitime défense s'appréciait dans un contexte de soldats en mission, avec une doctrine stricte, une chaîne de commandement habituée à assumer. Je peux vous assurer que dans ma formation quand j'étais gendarme, l'utilisation de l'arme était quelque chose qu'on nous déconseillait. On nous obligeait par exemple à viser par terre, à viser les jambes. On nous expliquait que légalement, si on
se servait de l'arme même en cas de légitime défense, nous allions devoir monter un dossier de justification pour prouver que c'était de la légitime défense. Et bien évidemment, dans certaines situations, le gendarme devait utiliser son arme. Et puis il y avait aussi différents niveaux. Est-ce qu'on était en police judiciaire ou pas? Et donc en fonction du niveau d'habilitation qu'on avait, on avait plus ou moins la possibilité de porter son arme tout le temps. Tout ça était bien encadré avec une hiérarchie qui était très stricte. Les obligations d'aller au stand de tir et de faire ses cartons. Donc moi, là où j'étais, c'était minimum 9 sur 10 balles tirées dans la cible pour avoir le droit de porter son arme. En 2017, la loi sur la sécurité publique crée l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure. Un cadre unique d'usage des armes pour policiers et gendarmes. Sur le papier, c'est harmonieux. En réalité, on aligne tout le monde sur un même texte alors que les formations ne sont pas les mêmes, la culture professionnelle n'est pas la même, la raison pour laquelle on rentre au service de l'arme n'est pas la même et la pression médiatique politique n'est pas la même. Des analyses comme celle de la LDH montrent bien que cet article a été autant une réponse à des pressions syndicales et politiques qu'un besoin juridique réel, et qu'il ouvre la porte à des interprétations très larges de nécessité et de proportionnalité. Donc, en résumé, on crée une double hiérarchie qui brouille la responsabilité. On standardise l'usage des armes sur le papier alors que les réalités de terrain et les formations divergent. On mélange une force armée et une force civile sous une même tutelle politique, et on demande ensuite au peuple de croire que c'est normal. On trouve exactement les mêmes schémas que pour d'autres pans de la société auxquels on a renoncé. La sécurité sociale, la gestion du PLFSS, la gestion des hôpitaux, de l'école, etc. C'est toujours la même chose. On monte tout doucement la température, comme pour la grenouille dans la marmite, en nous occupant l'esprit ailleurs avec les galères du quotidien, les polémiques, les talk-shows d'infotox du soir, pendant qu'en coulisses, tout doucement, mais sûrement, méthodiquement, on démonte ce qui faisait la spécificité et la force française. Tout ça ne tombe pas du ciel, ça s'inscrit dans un mouvement plus large, européen, de sécurité intérieure intégrée, de coopération policière, d'harmonisation des pratiques pilotées par Bruxelles et les grandes orientations de l'UE en matière de police et de justice. Sur le papier, ça parle d'échange d'informations, de lutte contre le terrorisme, de mobilité des forces. Dans les faits, ça sert aussi à faire rentrer la France dans un moule, à effacer peu à peu nos particularités institutionnelles, comme cette gendarmerie militaire au service de la nation qui faisait partie de notre identité et de notre souveraineté et qui avait été créée justement parce que la police de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la Gestapo, et qu'on avait vu que la police avait collaboré. Donc on voulait une contre-force de police pour qu'il y ait un rapport de force et qu'on ne se retrouve pas avec une police qui soit uniquement à la solde du gouvernement. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé faire. De renoncement en renoncement, on a accepté le discours rassurant. C'est technique, c'est pour l'efficacité, ne vous inquiétez pas, ça va rien vraiment changer. Et puis vous comprenez, il faut qu'on fasse des économies, donc on doit mutualiser. Sauf que si, tout change. On le voit aujourd'hui, dans les affaires de tirs contestés, dans les difficultés à établir qui est responsable, dans la défiance entre une partie du peuple et ses forces de l'ordre. Et dans ce malaise profond de beaucoup de gendarmes et de policiers qui sentent bien que le système est devenu incohérent et qui préfèrent démissionner plutôt que de continuer à faire le métier qu'ils voulaient exercer. Alors non, ce n'est pas juste une modernisation. Le prix que l'on paye de nos renoncements successifs. On a accepté que l'on standardise la France, que l'on transforme une force armée au service de la nation en une ligne de budget de plus dans un organigramme européen de la sécurité intégrée qui a été transcrite sur le budget national de la France. On veut maintenant nous faire croire que c'est fait, c'est trop tard. Tant pis, on ne peut plus rien y faire. Je refuse cette résignation. La moindre des choses, c'est de regarder en face, lucidement, ce qu'on a fait, ce qui a été fait, d'en comprendre les mécanismes, les techniques, la structure, et de dire clairement non. Nous n'avons jamais consenti à sacrifier notre modèle français sur l'autel d'une harmonisation européenne imposée. Quand on a eu le débat sur la Constitution européenne, on nous a bien dit « Mais non, vous inquiétez pas, la France gardera ses spécificités, on gardera notre indépendance, notre souveraineté. » Voilà ce qu'on nous a mis dedans. Et au final, petit à petit, année après année, on se rend compte que c'est complètement faux et qu'on a sacrifié le modèle français, pas que le modèle économique. N'oubliez pas qu'on était la 4e puissance mondiale, n'oubliez pas. Mais notre modèle économique, notre modèle social, notre industrie, notre meilleur service de santé du monde qui a inspiré tant d'autres pays, notre système, notre armée, voilà, notre système de police, donc la gendarmerie, et bien d'autres choses. Nous, je le répète, nous n'y avons jamais consenti. Et c'est sous Sarkozy qu'on a accepté la Constitution européenne alors que nous avions voté non. À partir de cela, chacun fait son choix. Mais on arrête au moins de nous dire que tout cela serait normal, c'est neutre, alors que les faits prouvent exactement l'inverse. Donc,
Voilà, j'ai essayé de vous résumer la totalité de ce que moi j'ai essayé de dire hier en sourçant, donc en allant chercher sur les textes officiels ce qu'il en était pour ne pas vous dire de bêtises. Moi je reste persuadée qu'on peut faire changer les choses, que c'est pas parce qu'on s'est trompé que le jour où on se rend compte qu'on a fait quelque chose de pas bien, qu'on a laissé trop faire, qu'on peut pas revenir en arrière. Ça c'est totalement faux. Les gens, le gouvernement aujourd'hui veulent vous faire peur et ils vous mentent. Ils veulent vous faire peur en vous disant c'est pas possible, si on change et tout c'est trop tard, on y est déjà, machin, etc. Et ils vous mentent en disant mais non, mais c'est trop compliqué, c'est trop ceci, c'est trop cela. Non, il suffit juste qu'on reprenne la main sur notre vie, sur notre société, sur notre France, quitte à prendre un petit peu le temps de comprendre chacun des points. C'est pas grave, on apprend, on comprend, on se met ensemble, on réfléchit, et ensuite derrière, on redit à nos députés, non, voilà qu'est-ce qu'on veut faire avec notre gendarmerie, voilà comment est-ce qu'on veut faire pour ce qui est de l'usage des armes en France, voilà qu'est-ce qu'on veut faire avec l'Europe, oui pour une Europe des nations, oui pour une Europe culturelle, oui pour une Europe forte ensemble, mais non, on ne veut pas sacrifier nos forces françaises et nos spécificités françaises sur l'autel économique des oligarques européens. Voilà, donc on doit ensemble se mettre d'accord, se remonter les manches, ne pas y aller dans la confrontation physique. Je suis contre la violence, je suis désolée, je suis contre la violence. Je suis pour toutes les luttes écologiques, les luttes écolo, les luttes partisanes, les luttes, enfin pour toutes les luttes, mais pas dans la violence. Alors mettons-nous autour de la table, discutons et reconstruisons ensemble. Merci de m'avoir écouté.